Qu'est-ce que dessiner? Comment y arrive-t-on? C'est l'action de se frayer un passage à travers un mur de fer invisible qui semble se trouver entre ce que l'on sent et ce que l'on peut. Comment doit-on traverser ce mur? Car il ne sert de rien d'y frapper fort. On doit miner ce mur et le traverser à la lime, lentement et avec patience, à mon sens. 8 septembre 1888. Dans mon tableau de café de nuit, j'ai cherché à exprimer que le café est un endroit où l'on peut se ruiner, devenir fou, commettre des crimes. Enfin, j'ai cherché par des contrastes de rose tendre et de rouge sang et lit de vin, de doux vers Louis XV et Véronèse, contrastant avec les vers jaunes et les vers bleus durs, tout cela dans une atmosphère de fournaise infernale, de soufre pâle, à exprimer comme la puissance des ténèbres d'un assommoir. Et toutefois, sous une apparence de gaieté japonaise et la bonhomie du Tartarin. 23 juillet 1890. Peut-être verras-tu ce croquis du jardinier de Daubigny. C'est une de mes toiles les plus voulues. J'y joins un croquis de vieux chaumes et les croquis de 2 toiles de 30 représentant d'immenses étendues de blé après la pluie. Le jardin de Daubigny avant-plan d'herbes vertes et roses. À gauche, un buisson vert et lilas et une souche de plantes à feuillage blanchâtre. Au milieu, un parterre de roses. À droite, une claie, un mur. Et au-dessus du mur, un noisetier à feuillage violet. Puis une haie de lilas, une rangée de tilleuls arrondis jaunes. La maison elle-même, dans le fond, rose, à toit de tuiles bleuâtres. Un banc et 3 chaises, une figure noire à chapeau jaune, et sur l'avant-plan un chat noir. Ciel vert pâle. Qu'il semble facile d'écrire ainsi. Eh bien, essayez donc, et dites-moi si, n'étant pas l'auteur d'une toile de Van Gogh, vous pourriez la décrire aussi simplement, sèchement, objectivement, durablement, valablement, solidement, opaquement, massivement, authentiquement et miraculeusement que dans cette petite lettre de lui. Je ne décrirai donc pas un tableau de Van Gogh après Van Gogh, mais je dirais que Van Gogh est peintre parce qu'il a recollecté la nature, qu'il l'a comme transpiré et fait suer, qu'il a fait gicler en faisceaux sur ses toiles, en gerbes comme monumentales de couleurs, la séculaire concassement d'éléments, l'épouvantable pression élémentaire d'apostrophes, de stries, de virgules, de barres, dont on ne peut plus croire après, lui, que les aspects naturels ne soient faits. Il n'y a pas de fantôme dans les tableaux de Van Gogh, pas de vision, pas d'hallucination. C'est de la vérité torride d'un soleil de 2 heures de l'après-midi. Un lent cauchemar génésique, petit à petit élucidé, sans cauchemar et sans effet. Mais la souffrance du prénatal y est. C'est le luisant mouillé d'un herbage, de la tige d'un plant de blé qui est là, prête à être extradée.
et dont la nature un jour rendra compte. Comme la société aussi rendra compte de sa mort prématurée. Un plant de blé sous le vent incliné, avec au-dessus les ailes d'un oiseau en virgule posée. Quel est le peintre qui ne serait pas strictement peintre, qui aurait pu avoir comme Van Gogh l'audace de s'attaquer à un sujet d'une aussi désarmante simplicité? Non, il n'y a pas de fantôme dans les tableaux de Van Gogh, pas de drame, pas de sujet, je dirais même pas d'objet, car le motif lui-même, qu'est-ce que c'est? Sinon quelque chose comme l'ombre de fer, du motet, d'une inénarrable musique, antique, comme le leitmotiv d'un thème désespéré, de son propre sujet. C'est de la nature nue et pure vue, telle qu'elle se révèle quand on sait l'approcher d'assez près. Témoin, ce paysage d'or fondu, de bronze cuit dans l'ancienne Égypte, où un énorme soleil s'appuie sur des toits si croulants de lumière qu'ils en sont comme en décomposition. Et je ne connais pas de peinture apocalyptique, hiéroglyphique, fantomatique ou pathétique qui me donne à moi cette sensation d'occulte, étranglé, de cadavre d'un hermétisme inutile, tête ouverte, et qui rendrait sur le billot son secret. Je ne pense pas, se disant, au père tranquille ou à cette funambulesque allée d'automne où passe, en dernier, un vieil homme courbé avec un parapluie à sa manche accroché, comme le crochet d'un chiffonnier. Je repense à ces corbeaux aux ailes d'un noir de truffe lustrée. Je repense à son champ de blé, tête d'épis sur tête d'épis, et tout est dit, avec, devant, quelques petites têtes de coquelicots doucement semées, âcrement et nerveusement appliquées là, et clairsemées, sciemment et rageusement ponctuées et déchiquetées. Seule la vie sait offrir ainsi des dénudations épidermiques qui parlent sous une chemise déboutonnée. Et on ne sait pourquoi le regard incline à gauche plutôt qu'à droite, vers le monticule de chair frisée. Mais c'est ainsi, et c'est un fait. Mais c'est ainsi, et cela est fait. Car Van Gogh aura bien été le plus vraiment peintre de tous les peintres, le seul qui n'ait pas voulu dépasser la peinture comme moyen strict de son œuvre et cadre strict de ses moyens. Et le seul qui, d'autre part, absolument le seul, ait absolument dépassé la peinture, l'acte inerte de représenter la nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein cœur. Il a fait, sous la représentation, sourdre un air, et en elle, enfermer un air, qui ne sont pas dans la nature, qui sont d'une nature et d'un air plus vrai que l'air et le nerf de la nature vraie. Je vois, à l'heure où j'écris ces lignes, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi, dans une muraille de tournesol éventrée, dans un formidable embrasement d'escarbilles, d'hyacinthes opaques et d'herbages de lapis lazuli. Tout cela au milieu d'un bombardement comme météorique d'atomes qui se ferait voir grain à grain. Preuve que Van Gogh a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement comme un peintre, mais qui serait, par le fait même, un formidable musicien.
organiste d'une tempête arrêtée et qui rit dans la nature limpide, pacifiée entre deux tourmentes, mais qui, comme Van Gogh lui-même, cette nature montre bien qu'elle est prête à lever le pied. On peut, après l'avoir vue, tourner le dos à n'importe quelle toile peinte. Elle n'a rien à nous dire de plus. L'orageuse lumière de la peinture de Van Gogh commence ses récitations sombres à l'heure même où on a cessé de la voir. Rien que peinture, Van Gogh, et pas plus. Pas de philosophie, pas de mystique, de rite, de psychurgie ou de liturgie. Pas d'histoire, de littérature ou de poésie. Ces tournesols d'or bronzé sont peints. Ils sont peints comme des tournesols et rien de plus. Mais pour comprendre un tournesol en nature, il faut maintenant revenir à Van Gogh. De même que pour comprendre un orage en nature, un ciel orageux, une plaine en nature, on ne pourra plus ne pas en revenir à Van Gogh. Le simple motif d'un bougeoir allumé sur un fauteuil de paille au châssis violacé en dit beaucoup plus sous la main de Van Gogh que toute la série des tragédies grecques ou des drames de Cyril Tourneur, de Webster ou de Ford, jusqu'ici d'ailleurs demeurés injoués. Sans littérature, j'ai vu la figure de Van Gogh rouge de sang dans l'éclatement de ces paysages venir à moi. Cohan, Tavert, Tensure, Purtin. Dans un embrasement, dans un bombardement, dans un éclatement, vengeur de cette pierre de meule que le pauvre Van Gogh le fou porta toute sa vie à son cou. La meule de peindre sans savoir pourquoi, ni pour où. Car ce n'est pas pour ce monde-ci, ce n'est jamais pour cette terre-ci que nous avons tous toujours travaillé, lutté, bramé d'horreur, de faim, de misère, de haine, de scandale et de dégoût, que nous fûmes tous empoisonnés, bien que par elle, nous ayons tous été envoûtés, et que nous nous sommes enfin suicidés, car ne sommes-nous pas tous, comme le pauvre Van Gogh lui-même, des suicidés de la société? Van Gogh a renoncé en peignant à raconter des histoires, mais le merveilleux est que ce peintre, qui n'est que peintre, et qui est plus peintre que les autres peintres, comme étant celui chez qui le matériau, la peinture, a une place de premier plan, avec la couleur saisie comme telle que pressée hors du tube, avec l'empreinte, comme l'un après l'autre, des poils du pinceau dans la couleur, avec la touche de la peinture peinte comme distincte dans son propre soleil, avec le « i », la virgule, le point de la pointe du pinceau même vrillé, à même la couleur, chahutée, et qui gicle en flamèche, que le peintre mate et rebrasse de tous les côtés. Le merveilleux est que ce peintre qui n'est rien que peintre est aussi de tous les peintres nés, celui qui fait le plus oublier que nous ayons affaire à de la peinture. À de la peinture pour représenter le motif qui l'a distingué et qui fait venir devant nous, en avant de la toile fixe, l'énigme pure, la pure énigme de la fleur torturée, du paysage sabré, labouré et pressé de tous les côtés par son pinceau en ébriété. Ces paysages sont de vieux péchés qui n'ont pas encore retrouvé leur primitive apocalypse, mais ne manqueront pas de les retrouver. Pourquoi les peintures de Van Gogh me donnent-elles ainsi l'impression d'être vues comme de l'autre côté de la tombe d'un monde où ces soleils, en fin de compte,
auront été tout ce qui tourna et éclaira joyeusement? Car n'est-ce pas l'histoire entière de ce qu'on appela un jour l'âme qui vit et meurt dans ces paysages convulsionnaires et dans ces fleurs? L'âme qui donna son oreille au corps, et Van Gogh l'a rendue à l'âme de son âme. Une femme, afin de corser la sinistre illusion. Je reviens au tableau des corbeaux. Qui a déjà vu dans cette toile la terre équivaloir la mer? Van Gogh est de tous les peintres celui qui nous dépouille le plus profondément et jusqu'à la trame, mais comme on s'épouillerait d'une obsession, celle de faire que les objets soient autres, celle d'oser enfin risquer le péché de l'autre. Et la terre ne peut avoir la couleur d'une mer liquide. Et c'est pourtant bien comme une mer liquide que Van Gogh jette sa terre comme une série de coups de sarcloir. Et la couleur de la lie du vin, il en a infusé sa toile. Et c'est la terre qui sent le vin, qui clapote encore au milieu des vagues de blé, qui dresse une crête de coque sombre contre les nuages bas qui s'amassent dans le ciel de tous les côtés. Mais, je l'ai déjà dit, le funèbre de l'histoire est le luxe avec lequel les corbeaux sont traités. Cette couleur de musc, de nard riche, de truffes sorties comme d'un grand souper. Dans les vagues violacées du ciel, 2 ou 3 têtes de vieillards de fumée risquent une grimace d'apocalypse. Mais les corbeaux de Van Gogh sont là, qui les incitent à plus de décence. Je veux dire, à moins de spiritualité. Et qu'a voulu dire Van Gogh lui-même avec cette toile au ciel surbaissé, peinte comme à l'instant précis où il se délivrait de l'existence? Car cette toile a une étrange couleur, presque pompeuse d'autre part, de naissance, de noces, de départ. J'entends les ailes des corbeaux frapper des coups de cymbales fortes au-dessus d'une terre dont il semble que Van Gogh ne pourra plus contenir le flot. Puis la mort. Les oliviers de Saint-Rémy. Le cyprès solaire. La chambre à coucher. La cueillette des olives. Les aliscampes. Le café d'Arles. Le pont où l'on a envie de plonger le doigt dans l'eau, dans un mouvement de régression violente à un état d'enfance auquel vous contraint la poigne faramineuse de Van Gogh. L'eau est bleue, pas d'un bleu d'eau, d'un bleu de peinture liquide. Le fou suicidé est passé par là, et il a rendu l'eau de la peinture à la nature. Mais à lui, qui la lui rendra? Un fou, Van Gogh? Que celui qui a su un jour regarder une face humaine regarde le portrait de Van Gogh par lui-même. Je pense à celui avec un chapeau mou. Peinte par Van Gogh extralucide, cette figure de boucher roux qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute d'un œil torve aussi.
Je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir l'irréfragable psychologie. L'œil de Van Gogh est d'un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe par moi jamais rencontré dans la vie. Non, Socrate n'avait pas cet œil. Seul peut-être avant lui le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l'âme, à délivrer le corps de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme, hors des subterfuges de l'esprit. Le regard de Van Gogh est pendu, vissé. Il est vitré derrière ses paupières rares, ses sourcils maigres et sans un pli. C'est un regard qui enfonce droit. Il transperce dans cette figure taillée à la serpe comme un arbre bien équarri. Mais Van Gogh a saisi le moment où la prunelle va verser dans le vide, où ce regard parti contre nous comme la bombe d'un météore prend la couleur atone du vide et de l'inertie qui le remplit. Mieux qu'aucun psychiatre au monde, c'est ainsi que le grand Van Gogh a situé sa maladie. Je perce, je reprends, j'inspecte, j'accroche, je décèle. Ma vie morte ne recèle rien, et le néant au surplus n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui me force à revenir au-dedans, c'est cette absence désolante qui passe et me submerge par moments, mais j'y vois clair, très clair. Même le néant, je sais ce que c'est, et je pourrais dire ce qu'il y a dedans. Et il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit. Carrément et consciemment interdit. Il y a eu un jour les exécuteurs de Van Gogh, comme il y a eu ceux de Gérard de Nerval, de Baudelaire, d'Edgar Poe et de Lautréamont. Ceux qui un jour lui ont dit « Et maintenant assez, Van Gogh, à la tombe, nous en avons assez de ton génie. Quant à l'infini, c'est pour nous l'infini. » Car ce n'est pas à force de chercher l'infini que Van Gogh est mort, qu'il s'est vu contraint d'étouffer, de misère et d'asphyxie. C'est à force de se le voir refusé par la tourbe de tous ceux qui, de son vivant même, croyaient détenir l'infini contre lui. Et Van Gogh aurait pu trouver assez d'infini pour vivre pendant toute sa vie, si la conscience bestiale de la masse n'avait pas voulu se l'approprier pour nourrir ces partous à elle qui n'ont jamais rien eu à voir avec la peinture ou la poésie. De plus, on ne se suicide pas tout seul. Nul n'a jamais été seul pour naître. Nul non plus n'est seul pour mourir. Mais dans le cas de suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider le corps au geste contre nature de se priver de sa propre vie. Et je crois qu'il y a toujours quelqu'un d'autre à la minute de la mort extrême pour nous dépouiller de notre propre vie. Ainsi donc, Van Gogh s'est condamné parce qu'il avait fini de vivre, et comme le laissent entrevoir ses lettres à son frère, parce que,
devant la naissance d'un fils de son frère. Il se sentait une bouche de trop à nourrir. Mais surtout, Van Gogh voulait enfin rejoindre cet infini pour lequel, dit-il, on s'embarque comme dans un train pour une étoile. Et on s'embarque le jour où l'on a bien décidé d'en finir avec la vie. Or, dans la mort de Van Gogh, telle qu'elle s'est produite, je ne crois pas que ce soit ce qui s'est produit. Van Gogh a été expédié du monde par son frère d'abord, en lui annonçant la naissance de son neveu. Il a été expédié ensuite par le docteur Gachet, qui, au lieu de lui recommander le repos et la solitude, l'a envoyé peindre sur le motif un jour où il sentait bien que Van Gogh aurait mieux fait d'aller se coucher. Car on ne contrecarre pas aussi directement une lucidité et une sensibilité de la trempe de celle de Van Gogh, le martyrisé. Il y a des consciences qui, à de certains jours, se tueraient pour une simple contradiction. Et il n'est pas besoin pour cela d'être fou. Fou, repéré et catalogué. Il suffit au contraire d'être en bonne santé et d'avoir la raison de son côté. Moi, dans un cas pareil, je ne supporterai plus, sans commettre un crime, de m'entendre dire « Monsieur Artaud, vous délirez ?» comme cela m'est si souvent arrivé. Et Van Gogh se l'est entendu dire. Et c'est de quoi s'est tordu à sa gorge ce nœud de sang qui l'a tué.